La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Mme Gabrielle Cossette, propriétaire du DEP Frida. Bienvenue à cette rencontre. Je m'appelle Robert Aubin, je vous souhaite la bienvenue à cette autre tête-à-tête où vous et moi allons aller à la rencontre de Mme Gabrielle Cossette. Mme Cossette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je vous lis la première question telle que je l'avais écrite parce que j'ai presque, pas un regret, mais à force de lire sur vous, je me disais peut-être que c'est pas approprié. J'avais commencé en disant une carrière qui débute très tôt, à 27 ans, et puis plus j'apprends à vous connaître et plus je vous écoute, plus j'ai l'impression que le mot carrière est peut-être pas le mot qu'il fallait choisir. Peut-être faudrait-il parler d'un parcours qui commence tôt plutôt que d'une carrière parce que j'ai peine à vous percevoir comme une carriériste. Est-ce que je me trompe? Premièrement, c'était à 21 ans. Encore et non mieux. pas 27. Encore, merci de me corriger. Quand j'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 21 ans, l'Éléphant, en 2014. Mais oui, un parcours. C'est sûr que j'ai jamais vu la restauration comme étant ma carrière de choix. On dirait que des fois, ça m'a juste amené là. Mais je pense pas que c'est fini. Je pense que c'est en constante évolution et en constant changement, dépendamment de comment je me sens et comment le climat autour de moi change aussi. Et ce qui vous a amené là, comme vous le dites si bien, c'est davantage la restauration que l'entrepreneuriat, j'imagine? Absolument, absolument. C'est la cuisine. C'est juste ça, c'est la passion pour la cuisine. Et ça, vous découvrez ça dans votre milieu familial ou bien c'est une passion que vous avez développée par vous-même? Un mélange des deux. J'ai eu le privilège d'avoir une famille qui cuisinait beaucoup. Du côté de mon père, plus particulièrement, c'était des moments qu'on avait qui étaient nos moments, moi et lui, là, le samedi, dimanche, où on cuisinait pour tout le monde, mes frères et sœurs, la famille recomposée aussi. Puis j'ai quand même eu des modèles aussi par la suite, autres que mon père, là, dans la cuisine, qui m'ont permis de me découvrir là-dedans, puis d'apprécier ça. Puis par la suite, je suis partie en appartement assez jeune. J'étais végétarienne, fait que de toute évidence, il faut cuisiner. Fait que de là est arrivée la partie un peu plus autodidacte que j'ai explorée par moi-même. Puis ça reste que c'est quelque chose que je consomme beaucoup, mais non seulement en manger, mais je veux dire en termes de médias et de livres, de tout ça, d'émissions, c'est ça. C'est Et pas mal votre au centre père, de ma vie. il était dans la restauration ou c'était simplement un fan de cuisine? Mon père est ingénieur. Rien à voir avec... Non, il y a une famille que tous ses frères et sœurs là, sont 7, cuisinent tous excessivement bien pour multiples raisons. J'imagine que peut-être qu'il y a quelque chose à l'ADN qu'on doit leur donner, mais sinon, sont tous assez talentueux là-dessus, donc très inspirants. Donc, toutes les réunions de famille ou événements, c'était toujours rempli de talent, là, littéralement, là, puis de bons plats qui m'ont toujours inspiré. Bien, à l'évidence, il y a quelque chose de génétique si vous êtes à tout le moins la 3e génération, Ouais. parce que votre père l'a probablement appris de sa mère ou de son père à lui. Je pense que oui, un peu, oui. Donc, voilà. Et qui sait où ça s'arrêtera, mais de toute évidence, il y a un petit quelque chose de génétique. Vous parliez que lorsque vous êtes parti en appartement, vous étiez végétarienne. Ça veut dire que c'était pas nécessairement la norme dans la famille. C'est un courant que vous avez développé par goût, par conviction. Comment c'est arrivé, le végétarisme? Est-ce que vous êtes maintenant encore végétarienne? Oui. Vous êtes passé Oui. végane? C'est comme ma carrière, c'est un parcours, ça aussi est changeant. Je n'étais pas très extraterrestre dans ma famille de vouloir manger végétarien. Ma mère a été végétarienne longtemps. Du côté de mon père aussi, il y a beaucoup de monde de ma famille qui était végétarien. À une époque où ça existait peu. Oui. Puis même, j'ai un de mes oncles qui a eu un restaurant végétarien là, vraiment longtemps. Là, ça doit faire 30 ans de ça. À Trois-Rivières, dans la région? Non, c'est à Longueuil-Montréal, grande région de Montréal. Puis c'est ça, donc non, moi, pourquoi je suis devenue végétarienne, c'est en écoutant des documentaires un peu comme tout le monde, qu'au début, c'était pour l'impact écologique. Par la suite, c'est sûr que je pense que personne se sent pas concerné par la cruauté animale non plus. On l'a juste à d'autres différents niveaux. Il n'y a pas de jugement de morale là-dedans, là. Chacun fait ses choix. Puis par la suite, j'ai recommencé à manger de la viande, même à une certaine période de ma vie. Puis après ça, je suis redevenue végétarienne, mais là, encore plus, là, j'étais dans le végétalisme, un peu dans le militantisme aussi. Puis ça a changé avec les dernières années. Je me permets le végétarisme souvent dans des milieux sociaux, puis dans des milieux où est-ce qu'ils ne me permettent pas d'être végétalienne. Mais majoritairement, je dirais 95-99 végétalien.
Si je peux, je vais prendre le choix végétalien. C'est intéressant parce que dans votre réponse, vous disiez pas de jugement sur la question, tout le monde fait là où il est rendu dans son propre cheminement. Et j'ai l'impression justement que, par exemple, quand vous étiez propriétaire du Frida jusqu'à tout récemment, on n'était pas dans l'idéologie, on était dans davantage le plaisir de faire découvrir et de partager une passion qui est la nôtre. Et j'ai l'impression que ce qui vous caractérise peut-être, c'est juste cette adéquation avec vos valeurs que vous souhaitez partager au plus grand nombre. Je me trompe ou bien c'est votre vision d'entreprise? Absolument, absolument. Je pense qu'il n'y a rien de... J'ai toujours fait très attention qu'il n'y ait rien de moralisateur parce que, probablement, c'est une technique qui jamais aurait marché avec moi. J'ai surprenamment un gros trouble de l'autorité. Donc, si quelqu'un me dit quoi faire, c'est sûr que ça ne va pas passer. Fait qu'il faut que ça vienne de moi. Puis je pense qu'il faut en montrant l'exemple aussi. Puis de démocratiser la nourriture en faisant quelque chose de super accessible avec la cuisine végétalienne, puis en montrant l'exemple que ça peut être bon, ça peut être facile, ça peut être le fun, puis ça peut changer certaines habitudes de vie. C'était, oui, un de mes buts, bien évidemment, mais aussi de l'amener en douceur, que c'est ça. C'est pas obligé d'être en totalité ou dans l'extrême, là. D'ailleurs, en parlant de ces valeurs-là, au moment où vous ouvrez le Café Frida, votre idéal ou votre rêve ou votre projet, c'est celui d'ouvrir un café éthique troisième vague, disiez-vous à l'époque. Et là, quand on parle de troisième vague, on ne parle pas de sens de décoration, là, ni d'un café feng shui. Ça voulait dire quoi, un café éthique? On en a une idée, bien qu'on pourrait élaborer là-dessus aussi, mais troisième vague, ça représentait quoi? Troisième vague, ça fait référence au café, à la façon de torréfier, de récolter et de servir le café. C'est une façon repensée de consommer le café comme on le connaît. Nous, on connaît le Folgers, on connaît le café noir, on connaît la machine. Après ça, on connaît l'espresso, puis on connaît comme rien d'autre. C'est quoi la différence entre l'espresso puis le fil, tout ça? Fait que le troisième vague, c'est de se pencher un peu plus là-dessus, de redonner à César ce qui revient à César, c'est-à-dire que le café, ça vient du producteur, ça vient de l'arbre, ça vient de la terre, ça vient de la personne qui le cultive, puis de le remettre vraiment au même niveau que la personne qui le sert. Donc, c'est de s'assurer que cette personne-là soit en contact direct avec le torréfacteur, qu'il n'y ait pas d'entremise. Le milieu du café est encore un des milieux avec de l'esclavagisme, même en 2024. Fait que de s'assurer d'où vient son café, c'est la priorité numéro 1. Puis qu'il n'y ait personne entre le cultivateur puis la personne qui va le servir qui pourrait nuire à la qualité du café et à la qualité de vie de la personne qui a travaillé dans cette lancée-là. Fait que ça part de là, le troisième vague. Puis après ça, c'est de le servir avec une torréfaction qui va être non pas selon la tradition ou non pas selon la demande client. Ça va vraiment être selon ce que le grain a à dire en termes de saveur. Fait que c'est une analyse du grain, de voir quelle torréfaction lui va le mieux parce que chaque grain est différent. Un café qui pousse sur le dessus d'une montagne en Afrique centrale, c'est pas la même chose qu'un café qui va pousser en Colombie au même niveau que l'eau. Il n'y a rien à voir. Et nous, on aurait tendance à les standardiser, c'est ce que je comprends? On aurait tendance à les torréfier selon notre goût. Selon moi, j'aime un café qui est torréfié foncé, j'aime un café qui est fort, j'aime un café qui est ci, qui est ça. Tandis que le café a beaucoup plus à dire que nous, notre préférence. Au contraire, il y a toutes sortes d'autres saveurs à explorer. Et le troisième vague se penche là-dessus. Puis moi, c'est sûr que c'est venu me rejoindre beaucoup parce que d'optimiser la saveur d'un aliment, c'est pas mal ça qui me passionne. Comment faire que cette carotte-là goûte excessivement bon au point d'en faire un plat central ou d'en faire quelque chose qui parle de lui-même, bien, c'est la même chose avec le café, c'est la même chose avec le vin. Fait que c'est ça. Puis troisième vague... C'est la question que j'allais vous poser parce que moi, je suis peu café, peu connaissant, en tout cas pour le moins. Mais donc, la comparaison existe, là. Oui, il y a absolument. autant de différences de goût entre les grains de café qu'entre les différents cépages de raisin. Oui, puis si on accorde autant d'importance à notre vin, on devrait en apporter autant à notre café. Après ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais boire du Folgers quand on est au chalet la fin de semaine, mais c'est-à-dire que c'est un produit qui devrait être de luxe, qui devrait coûter cher, même si c'est malheureux, mais ça devrait coûter cher parce que ça vaut cher. Il y a beaucoup de travail qui est derrière ça. Puis c'est un café moi, je considère que le café devrait être quelque chose qui est considéré comme de luxe. C'est quelque chose qui vient de loin, qui demande beaucoup de ressources, qui demande beaucoup de travail derrière le produit. Il faut le reconnaître, il faut le voir, il faut l'utiliser, il faut en profiter, puis il faut l'apprécier, lui redonner ce qu'il mérite comme notoriété. Et on va à la découverte quand on prend un café. Oui, absolument. On ne prend pas un café juste pour partir sa journée le matin. Hein. Oui et non, là, on ne va pas s'empêcher de se dire que c'est pour se réveiller, mais ça reste que... Pourquoi, à la base, je voulais faire un troisième vague, c'est qu'il n'y en avait pas en Mauricie. Puis à ce jour, il n'y en a pas vraiment plus, là, mais c'est de faire découvrir ça, que le café, ça goûte pas juste le café fort, que ça peut goûter le thé, ça peut goûter les prunes, ça peut goûter salin, ça peut goûter la tomate.
ça peut goûter toutes sortes de choses, de vraiment juste ouvrir le monde à ces saveurs-là. Là. Le Frida a fermé ses portes, mais il existe toujours le DEP Frida sur lequel on va revenir dans quelques minutes. Mais je voulais juste vous entendre sur ce passage-là. Déjà, je viens d'utiliser un mot qui est peut-être connoté, c'est-à-dire la fermeture du Frida, c'est un deuil ou bien c'était un passage vers autre chose? Un mélange des deux. Ce fut un deuil à un certain moment, c'est sûr et certain, parce que c'est toute ma vie. Je veux dire, ça faisait 8 ans. Puis c'est là que j'ai passé toute ma vingtaine à construire cette entreprise-là. La vingtaine, c'est quand même, je pense, le moment de notre vie qu'on change le plus rapidement, qu'on se remet beaucoup en question, qu'on essaie de s'aligner, savoir c'est quoi nos... Qu'est-ce qui fait qu'on est nous, là? Fait que j'ai fait ça au travers de cette entreprise-là. Fait que c'est sûr que je fermais comme la porte à quelque chose. Puis on dirait que c'est ça. Je commençais ma trentaine sans le Frida. C'était un peu... C'était un deuil, mais ça a été longtemps réfléchi. Là. Bien évidemment, on va parler de la pandémie, mais post-pandémie, moi, j'avais un peu perdu mon momentum. Je trouvais que j'avais perdu ce qui était la restauration, de faire du take-out, tout ça. J'ai trouvé ça tellement aliénant. D'avoir à faire des choix purement économiques pendant des longues périodes de temps, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment triste. J'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé que ça m'enlevait tout de tout ce que j'aime de la restauration. Fait qu'après ça, de se repartir, oui, j'ai eu un bon bout, ça m'a tenté, je n'étais pas prête à tourner la page, mais on dirait que quand j'ai pris le temps de me questionner là-dessus, je me suis dit, je suis plus à la même place. Puis à la place de juste vouloir redonner ça à quelqu'un d'autre ou passer le flambeau ou quoi que ce soit, je me suis dit, le Frida, peut-être que ça ne sera plus comme on le connaît, puis j'ai décidé de vendre, puis de garder seulement le DEP, parce que le DEP, ça me rapproche de ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire cuisiner. Donc, beaucoup de cuisine, moins de gestion. C'était ça mon but. Puis c'est ça que je fais présentement. Mais en même temps, c'est curieux parce que ce qui vous a déplu le plus dans la période pandémique, c'était le take-out. Puis là, on a comme une version pimpée quand même du take-out avec le DEP Frida, où on peut aller se procurer des repas, mais il y a un contact avec le public qui n'existait pas pendant la pandémie. C'est le contact client. Je connais mes clients par leur nom, je sais qu'est-ce qu'ils prennent, je sais quelle journée ils prennent. Des fois, je fais des plans en conséquence parce que je sais que cette personne-là va venir cette journée-là. Il y a quelque chose de tellement plus personnel. Oui, OK, je ne vais pas lui servir à sa table puis le réchauffer puis l'asseoir, mais tu sais, on est très proche, pareil, de l'expérience client qu'on a dans un restaurant. Là. Et comment vous accueillez le nouveau visage si vous reconnaissez chacun de vos clients? Ça veut dire que vous savez aussi reconnaître, lui ou elle, c'est la première fois qu'il met les pieds chez nous. Là. Oui, absolument. Oui, ça arrive souvent. Je leur dis souvent. C'est la première fois que vous venez ici. Oui. Oui, ça paraît des fois même. Ce qui sera certainement mon cas bientôt parce que j'ai beaucoup appris sur le DEP Frida. J'étais allé au restaurant Frida, mais le DEP, je ne connaissais pas. Et je me dis, voyons donc. Parce que l'on soit encore avec une dent carnivore à gauche et à droite, on est de plus en plus sensibilisé au moins à la réduction des viandes dans notre menu hebdomadaire. Puis c'est comme les solutions par soi-même quand on n'est pas... déjà un excellent cuistot de nature, on ne sait pas par où prendre ça. Puis le tofu, ça prend souvent pas tout à fait le goût qu'il faudrait que ça prenne quand on ne sait pas bien l'apprêter. Alors là, il y a comme une offre de menus qui sont tous véganes ou... 100% véganes. 100% véganes. On fait notre pain, on fait notre maillot, on fait nos sauces, on fait notre ketchup. On n'achète rien de fait, rien d'usiné. J'ai quand même un gros problème avec la cuisine d'assemblage. Je pense que c'est ça moi, ce qui me déplaît le plus de la restauration comme consommatrice en ce moment, c'est la cuisine d'assemblage, de savoir que ce que tu achètes à l'épicerie sous vide, c'est la même chose qu'on va te servir dans une assiette, même derrière une bannière dans un restaurant. Fait que j'en fais vraiment un mandat d'honneur de tout faire maison. On fait nos fermentations, on fait tout. Puis de cuisiner les aliments comme on les reçoit. C'est des légumes, c'est entier, c'est un produit. Je le prends, je le transforme. Puis comme le café, j'essaie d'y donner sa meilleure forme puis d'optimiser ses valeurs d'aliments. Dans l'alimentation végane, il y a souvent l'approche que j'appelle une espèce de parallèle. Là. On essaie de me présenter un hamburger qui n'est pas fait avec de la viande, du fromage qui n'est pas du fromage. Est-ce que c'est un bon courant ou bien se lancer dans une aventure où on veut élargir nos horizons en matière culinaire? Il faut arrêter de penser à faire un parallèle entre ce qu'on mangeait avant et ce qu'on veut goûter maintenant. Je pense que c'est nécessaire. Là. La cuisine, c'est émotionnel.
On veut manger la recette de notre grand-mère, on veut manger la même recette quand on va à tel endroit, on veut manger quelque chose qui nous rapproche de nos racines, c'est culturel, c'est notre identité. De se dire qu'on va faire complètement abstraction de centaines d'années d'identité culinaire parce que du jour au lendemain, j'ai plus envie de manger de bœuf parce que je leur fais de la peine, c'est un gros défi. Fait que c'est sûr qu'il faut retrouver les mêmes bases, il faut retrouver les mêmes racines, il faut juste les changer puis les accorder. Ça ne veut pas dire que faut changer l'entièreté de nos viandes pour des viandes végétales. Il faut changer notre façon de consommer, tout simplement. Mais oui, il y a plusieurs raccourcis que je pense qui sont nécessaires pour juste qu'on ait encore des repères, puis qu'on ait encore du plaisir à manger quelque chose, là. Puis qu'on puisse refaire des recettes qu'on a consommées pendant notre enfance ou quoi que ce soit, ou juste, c'est ça, comme quand on va faire un barbecue, là, j'ai pas envie de me faire une galette avec du quinoa puis du kale puis que ça tombe dans les grilles du barbecue. Là. C'est pas ça mon but. Là. J'ai envie que ça goûte puis que ça sente un peu qu'est-ce que tout le monde mange puis que je sois dans la même ambiance. Fait que je pense que ces produits-là sont nécessaires. Puis j'irais jusqu'à dire essentiels pour des moments de transition puis pour des moments événementiels. Le résultat, je pense que de toute façon, quand on fait le virage, on va cuisiner différemment puis on va mettre plein d'autres recettes qu'on faisait pas dans notre espèce de rotation de recettes qu'on fait à la maison. Puis on va juste, à un moment donné, prendre de l'espace avec les recettes qui étaient absolument à base de viande. Le jour où vous allez me voir traverser le seuil de la porte du Deb Frida pour ma première expérience chez vous, comment vous m'accompagnez là-dedans? Parce que j'avoue que je vais regarder l'offre de service et je ne suis pas certain de savoir faire quel choix pour faire le premier pas qui m'incite à en faire un deuxième puis un troisième. Comment on accompagne la clientèle qui veut faire une plus large place au véganisme dans son alimentation? Y aller avec ses goûts. Moi, je pose des questions. Ça reste qu'on n'a pas une personne qui est en avant, c'est les cuisinières et cuisiniers qui font le service client et le service de la cuisine. Il n'y a pas de différence entre les deux. N'importe qui est au DEP cuisine et sert le client. Fait que c'est de voir pourquoi ils sont là. C'est pour un repas de semaine, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour une recette. Puis après ça, c'est de les accompagner. Puisque tout le monde cuisine et sert, tout le monde sait quels aliments sont nécessaires pour faire des recettes. Moi, je vais vraiment pour poser des questions. Qu'est-ce que vous mangez habituellement? Qu'est-ce qui vous réconforte? Qu'est-ce que vous aimez le midi, le soir? Puis après ça, c'est de discuter, d'offrir les produits qu'on a, puis aussi d'inspirer avec les plats qu'on fait déjà préparer, là. Souvent, c'est ça, c'est des gens qui ont peu de repères, puis là, qui arrivent, qui essayent 3-4 plats sur un mois. Puis là, ça leur donne des idées. Puis, dans ce plat-là, il y avait ça. Qu'est-ce que je peux prendre que tu vends qui pourrait m'amener à faire quelque chose qui ressemble à ça? Puis c'est de les conseiller du cas par cas. Puis je pense que c'est ça aussi la chance qu'on a, que tout le monde maîtrise très, très bien la cuisine végétalienne dans cet établissement-là. Fait que c'est facile de répondre à tout le monde toutes leurs questions. À toutes leurs questions, en fait. Ouais. Bien, j'avoue que l'expérience est intéressante. Puis ce pourquoi elle m'attire, c'est entre autres parce que j'ai visité votre page Facebook et j'y ai découvert, entre autres, un tartare de patates douces. Ouais. Puis là, je faisais, tartare de truite, ça me rejoint. Les tartares de bœuf, pas tant. Mais les tartares de poisson, oui. Puis là, je fais tartare de patates douces. Ouais. Et je me disais, il manque-tu une protéine là-dedans? On a toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans la cuisine végane, alors que quand on est des néophytes, là. Et puis, je regardais la recette, puis à l'œil, c'était déjà attirant. Oui. Elle a été dans Cook It, cette recette-là. J'ai vu ça aussi. Oui, le 2 ans. Là, vous dites, elle a été parce qu'elle ne l'est plus? Non, bien, c'était eux autres qui avaient des chefs qui faisaient des recettes, là, autant des grands noms comme Martin Picard que des propriétaires de restos, de petits trucs, puis qui faisaient une recette. Que Gabriel Cossette. Que moi, je me mettrais pas au même niveau que tout le monde, mais tu sais, c'est ça, fait qu'ils nous avaient approchés. En termes de cuisine végane... Merci. Fait que, ouais, il m'avait approché pour ça, pour que je fasse une recette, puis il était venu filmer même au DEP et tout. Puis c'était les gens pouvaient commander dans leur boîte Cook It la recette, puis ils recevaient les ingrédients, puis pouvaient la cuisiner. Ils recevaient les ingrédients de chez vous ou bien... Non, d'eux autres. Moi, je leur avais donné ma recette avec le truc. Puis, cette association-là s'est évaporée? C'était pendant un mois. Okay. Puis ils changent de chef à tous les mois. Fait que voilà. C'était le fun. J'imagine. Oui, vraiment. Mais le Cook It pour vegan, vous arrivez avec votre boîte au Deb Frida, puis c'est à peu près. On va vous fournir votre menu pour la semaine sans trop de problème. Ça, ouais. Mais dans les surprises que j'ai eues aussi en visitant le site, c'est dans les propositions qui étaient faites, entre autres, on vivait le Super Bowl le mois dernier, et puis il y avait une proposition sur votre page Facebook pour écouter le Super Bowl entre amis avec de la bouffe complètement végane, qui comportait quoi? Il y avait le pot poulet, ce qui était comme le plat signature du café, qui est une protéine maison qu'on fait avec de la protéine de blé, du tahini,
qui est frit dans le cornflakes avec une sauce buffalo maison. Fait que ça, c'est comme notre gros vendeur depuis des années. Fait que ça rappelle une aile de poulet. On est loin, là. Je vais pas vous dire ça goûte pareil. C'est la même ambiance que manger des ailes de poulet. Puis il y avait des ribs faites avec du tempeh. Fait que c'est des ribs qui sont saumurés comme on aurait fait avec une vraie viande, avec une sauce qui va être cuite. On l'avait cuit, je pense, 6 heures. Puis on va badigeonner le tempeh pendant des heures au four en le mettant vraiment bas. Fait que ça rappelle aussi cette expérience-là. C'est toujours d'essayer de j'ai pas eu le goût d'utiliser le mot mimiquer, mais de se rappeler pourquoi est-ce qu'on aime ça manger des ribs, pourquoi on aime ça manger des ailes de poulet. Puis c'est l'événement, c'est l'aspect, c'est les différences de saveurs. Fait que c'est d'essayer de les reproduire. Puis J'aimais bien ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire que tous les convives autour de la table, au salon, en train d'écouter le Super Bowl, participent à la même expérience, même si le menu diffère pour les uns et pour les autres. Là. Ça, c'est absolument génial. Et comme si ce n'était pas assez, un jour, vous vous êtes mis avec votre chef ami à rédiger un livre de recettes pour totalement vegan. Et ma question était assez simple, à 4 volets, question à choix multiples comme à l'école. S'attaquer à l'écriture d'un livre de recettes déjà dans un marché qui surabonde de ce genre d'offres-là, ça devait être déjà un défi. Peut-être amoindri par le fait que des livres de recettes véganes, il y en a moins. Mais pourquoi s'être lancé dans cette aventure? Voici vos choix de réponse. 1, pour combler un manque lié à l'alimentation végane. B, pour répondre aux demandes de vos clients qui vous demandaient vos recettes. Pour réaliser un nouveau défi en entrepreneuriat. D, pour toutes ces réponses et peut-être d'autres que je ne saurais imaginer à votre place. Je vais dire D. Puis aussi, je me suis fait approcher, en fait. C'est pas moi qui est allé conquérir ce rêve-là. C'est la courte échelle qui m'a approché puis qui m'ont demandé de faire ça, qui voulait un livre vegan cette année. Je pense qu'elle était déjà venue cliente. Je fais juste une parenthèse pour dire que ça vous remet quelques marches en haut dans votre classement des chefs, là. Quand on vient vous chercher, c'est parce qu'on reconnaît l'expertise. Peut-être. Fin de la parenthèse. Fait que, ça nous a approchés. Fait que je me suis mis avec Aurélie pour faire les recettes. On a peaufiné ça. On a remis ça à l'échelle maison, là, parce que, nous autres, quand on fait des biscuits, on en fait comme 200, là. Fait qu'on a remis ça à 12. Puis, avec un autre employé, Étienne, qui était là depuis les 8 années, qui a été les 8 ans au Frida, qui est photographe, j'ai fait de l'accessoirisation des recettes, puis on a fait ça dans le garage. On a pris des photos tous les soirs de semaine, puis on a monté ça ensemble. Ça a été super fastidieux, ça a été long. Puis, somme toute, j'ai quand même détesté cette expérience-là pour savoir que je ne vais plus jamais refaire ça. Non, mais je veux dire... Check, ça a été fait. Ça a été fait, ça a été donné. C'est pas payant, premièrement, le milieu de l'édition. Une chance que je fais rien en pensant au gain en capital parce que j'aurais été encore doublement malheureuse. C'est beaucoup de travail, peu de reconnaissance et... peut-être que j'ai été malchanceuse avec ma maison d'édition, mais j'ai pu choisir absolument rien de mon livre. Donc, ni le graphisme, ni les couleurs, ni rien. Puis, fait que je trouvais pas que c'était un livre qui me représentait beaucoup, mais je suis contente de pouvoir en faire une référence à mes clients. Puis, quand ils me demandent hey, « on veut tes recettes », bien, je l'ai. Souvent, je leur montre, puis des fois, je leur dis même « vous faites prendre une photo de la recette, ça me dérange pas ». Fait que c'est ça, on les a tous vendus. Fait que, somme toute, c'est un bon livre. Est-ce que pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, est-ce que ce sont des recettes facile pour quelqu'un qui n'est pas déjà familier avec ce type d'alimentation? Moitié-moitié. Je dirais que la moitié des recettes sont vraiment faciles, mais les recettes qu'on a vraiment conçues pour le restaurant, puis pour servir au restaurant, il y a beaucoup de recettes qui sont complexes, qui prennent 2, 3, 4, 5 étapes. Mais il y a des recettes que moi, j'utilise toutes les semaines depuis 8 ans qui se font rapidement. Là. Fait que je dirais que c'est moitié-moitié. On a beaucoup parlé alimentation, mais je vais avoir au moins quelques minutes pour parler d'un autre projet. Je ne sais même pas si ça existe encore. J'ai eu de la difficulté à repérer ça sur Internet, mais ça concerne une ligne de vêtements qui s'appellerait Juste des plantes. C'est vous ou c'est pas vous, ça? Ou c'est notre slogan. On avait fait, oui, des vêtements avec ça. Là. OK, à base de bambou, coton biologique. Oui, exact, bien évidemment, pour continuer dans mon obsession pour le plus éthique, le plus écologique. Là. Mais c'est un slogan qu'on a Juste des plantes. Puis oui, on avait fait des casquettes, des vêtements, des sacs. C'est un mandat que je prends plus vraiment en charge en ce moment parce que je suis pas très à la mode. Okay. On dirait que de suivre ça, c'est pas trop mon truc. Donc, mais c'est normal que j'ai pas trouvé la boutique en ligne. Là. Ça a existé, ce fut-là, et puis ça va peut-être renaître. Si on ouvre la porte un peu sur les années à venir,
Il y a plein de projets qui bouillonnent en tête ou vous êtes plutôt du type à laisser venir les offres et à saisir les opportunités qui vous intéressent? Absolument. Absolument. J'aimerais ça m'investir dans plus qu'un projet. Quand j'ai des amis qui se lancent soit dans la restauration ou dans quoi que ce soit, j'ai le goût de pouvoir accompagner ces gens-là, de pouvoir me lancer puis juste pas être ancré à un seul endroit. J'ai envie de continuer à apprendre. Puis voilà, je vais voir qu'est-ce qui s'offre à moi, là, tout simplement. J'ai envie de suivre des cours aussi à l'étranger sur certains sujets dans le domaine de la restauration autant que dans le domaine alimentaire at large, là. Donc, toutes ces réponses, je vais voir. Je suis pas stressée de ça. Et à chaque jour où vous vous retrouvez derrière le comptoir ou en cuisine au Deb Frida, vous êtes heureuse? Oui, absolument. Vraiment, j'adore ça. Je suis proche des aliments puis je suis proche de mes clients. Il n'y a rien d'autre que je veux. Et ça transparaît dans la façon dont vous êtes, dans la façon dont vous parlez, et vous donnez envie, en tout cas, à celui qui vous parle présentement, et j'espère à plein d'autres qui nous écoutent, d'aller vous faire une petite visite au Deb Frida. Merci infiniment pour cette rencontre. C'était un plaisir. Merci.